En quoi consiste la procédure dans le cadre interne? Procédure, généralement spécifiée par écrit, une procédure comporte l'objet et le domaine d'application de l'activité spécifiée et décrit, ce qui doit être fait, qui doit le faire, quand, où, comment cela doit être fait, quels moyens doivent être utilisés, comment cela doit être enregistré et maîtrisé. Les décisions à prendre et, ou les tâches à réaliser sont prévues à l'avance en fonction des caractéristiques de la demande reçue. La procédure prend en compte les exigences légales et opérationnelles sous forme de règles à appliquer selon les cas. Quels sont les buts du contrôle opérationnel? Intégrés au processus de travail, les contrôles opérationnels ont pour but de vérifier l'enregistrement des données, vérifier la pertinence des pièces justificatives et autres documents, vérifier le respect des règlements, normes, procédés, politiques, délégation de pouvoir. Quel est le rôle et le du contrôle de supervision? Ajoutés au processus de travail, les contrôles de supervision ont pour but de s'assurer de l'exécution, de l'analyse et de la vérification des opérations, selon les règlements, politiques, normes et pratiques. Mesurer l'efficacité de l'application des mesures de prévention. Apprécier en partie la qualité du travail effectué par les employés. Quelles sont les missions du contrôle de gestion? Se rapportant aux résultats obtenus, les contrôles de gestion ont pour but de vérifier que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs ou à la raison d'être de l'institution, évaluer la qualité des contrôles exercés par les différents responsables de l'institution. Quel est l'organe responsable des contrôles opérationnels? Les contrôles opérationnels sont exercés par des personnes désignées dans les procédures opérationnelles en vigueur. Qui est habilité à exercer le contrôle de supervision? Les contrôles de supervision sont exercés par les responsables de la gestion, directeurs, chefs d'agence essentiellement, ou un cadre délégué à cette fin, auditeur interne, tout en évitant les incompatibilités de fonctions. À qui revient le rôle d'exercer le contrôle de gestion? Les contrôles de gestion sont exercés par les responsables de la gestion, directeurs, chefs d'agence essentiellement, ou un cadre délégué à cette fin, CSAF, tout en évitant les incompatibilités de fonctions. À quel rythme est-ce que les contrôles sont effectués respectivement à chaque niveau? Les contrôles opérationnels sont effectués au quotidien ou dans un délai très rapproché de l'opération. Les contrôles de supervision sont faits de façon fréquente, à intervalles réguliers, et les contrôles de gestion se font en continuité sur l'ensemble des contrôles. De quelle manière l'information circule entre les responsables d'une structure? De façon descendante, les politiques et procédures élaborées par la direction et approuvées par le conseil d'administration sont communiquées au chef d'agence en suivant la voie hiérarchique. Des réceptions, le gérant les communique à son tour, aux employés placés sous sa responsabilité. Le chef d'agence assume la responsabilité de la mise en œuvre de ces politiques et procédures et veille à leur respect. De façon ascendante, les défaillances relevées par les employés dans la mise en œuvre de ces politiques et procédures sont portées à la connaissance du gérant qui, à son tour, les communique à la direction pour des fins de traitement. Après traitement, s'il y a lieu de procéder à une révision de la politique ou procédure défaillante, le schéma ci-dessus décrit doit être suivi à nouveau. En quoi consiste l'évaluation préliminaire? C'est la phase capitale de l'analyse des procédures. Celle-ci dégage les points forts du système, sécurité du contrôle interne, décèle les points faibles du système, défaillance du contrôle interne. Permet à l'évaluateur de porter une appréciation sur les procédures. Cette appréciation constitue la première évaluation du contrôle interne ou évaluation préliminaire. Pour réussir cette première évaluation, l'évaluateur se servira d'un outil connu sous le vocable feuille des points de contrôle. Pour les besoins de l'évaluation, c'est la forme interrogative qui a été retenue dans cet outil. Les questions sont conçues, d'une part, de façon à éliminer le plus possible le besoin de donner la description du système en usage, d'autre part, de sorte que les réponses affirmatives indiquent des conditions favorables et les réponses négatives des déficiences. Lorsque la question ne s'applique pas à l'institution évaluée, on prendra soin d'indiquer NA, non applicable. Comment classait-on les réponses des questionnaires à la phase préliminaire? L'utilisation de ces questionnaires aboutit à une classification des points de contrôle en deux catégories, les points forts et les points faibles. Points forts, ils correspondent aux réponses positives obtenues et indiquent que l'IMF dispose théoriquement de mesures appropriées propres à atteindre les objectifs de contrôle interne. Points faibles par opposition aux points forts,
Il résulte des réponses négatives aux différentes questions et il concerne une ou plusieurs failles des procédures à cette première étape de l'évaluation. L'évaluateur complétera la feuille des points de contrôle en cochant dans la colonne Appréciation de la rubrique Évaluation préliminaire F fort s'il estime que la sécurité de la procédure est garantie, F faible s'il estime que la procédure comporte une défaillance. Quelles sont les orientations de contrôle de gestion au sein de l'État ? Le contrôle de gestion au sein de l'État comprend deux orientations, contrôle de gestion vertical organisé à l'intérieur de chaque département ou ministère, contrôle de gestion transversal pour l'ensemble de l'État. Quelle est la participation des collaborateurs de l'État dans le système de contrôle interne ? Les collaborateurs de l'État participent au système de contrôle interne en effectuant avec diligence les activités de contrôle qui leur sont attribuées dans le cadre de leur travail, cahier des charges, objectifs fixés lors des entretiens périodiques, etc., exécutent leurs tâches dans le respect des bases légales en vigueur, en s'assurant continuellement de l'utilisation adéquate, efficace et efficiente des ressources mises à leur disposition ainsi qu'en améliorant continuellement la qualité de leur propre travail. À quoi sert le suivi ? Le suivi est indispensable pour vérifier le maintien de la qualité du contrôle. Ce suivi doit être effectué de manière permanente par les membres de l'organisation dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Des interventions ponctuelles par des équipes spécifiques doivent permettre de s'assurer de l'efficacité et de la qualité des contrôles et procédures. Le contrôle interne est-il une affaire de tous et de toutes ? Ce n'est donc pas une fonction qui doit être laissée aux seuls comptables, contrôleurs et auditeurs, mais bien un outil de suivi et d'évaluation utile pour tous les décideurs, tant au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. C'est dans cet esprit que le Conseil d'État a adopté ce manuel. Ces chapitres constituent le cadre sur lequel se fonde le système de contrôle interne de l'État, qui doit permettre un pilotage à la fois efficace et efficient de l'administration. Le manuel est appelé à évoluer face aux changements et dans une optique d'amélioration continue. Quels sont les deux éléments du système de contrôle interne ? L'audit interne et le contrôle de gestion sont deux éléments du système de contrôle interne qui, bien qu'essentiels à celui-ci, n'en constituent nullement l'intégralité. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui permet, par une approche systématique et méthodique, d'évaluer le système de contrôle mis en place et d'améliorer la gestion des risques. L'audit interne a pour mission d'assister les responsables hiérarchiques de l'État dans l'exercice de leurs responsabilités. Le contrôle de gestion est un processus qui permet à un responsable de prévoir, suivre et analyser les réalisations d'un programme ou d'un service et de prendre d'éventuelles mesures correctives. Il vise à s'assurer de la pertinence des moyens alloués au regard des objectifs fixés, de l'efficience de l'utilisation des moyens par rapport aux réalisations, ainsi que de l'efficacité de ces dernières par rapport aux objectifs poursuivis. Quelles sont les missions extraordinaires de l'audit interne ? L'organe d'audit interne peut également être impliqué dans des évaluations spécifiques ponctuelles hors des activités de suivi, qui consistent notamment à apprécier le risque, à analyser les activités de contrôle et les processus y relatifs. Au-delà du constat portant sur le dispositif existant, l'audit interne peut également, sur la base de sa connaissance des activités, identifier les évolutions prévues pouvant affecter l'adéquation et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle. Toutefois, les interventions de l'audit interne ne se substituent nullement aux activités courantes de suivi. Quels sont les différents niveaux de contrôle ? Contrôle opérationnel, contrôle de supervision, contrôle de gestion. Quel est le but du contrôle de supervision ? S'assurer de l'exécution, de l'analyse et de la vérification des opérations, selon les règlements, politiques, normes et pratiques, mesurer l'efficacité de l'application des mesures de prévention, apprécier en partie la qualité du travail effectué par les employés. Quelles sont les causes possibles du risque de vol dans un établissement financier ? Absence de surveillance, accès au portable du service non réglementé. Quelles sont les causes des charges salaires trop importants ? Emploi fictif ? Création de postes fictifs, omission de sortie de l'employé de la base salariale. Que signifie diligence ? Diligence, rigueur et sérieux exigée d'un auditeur eu égard à la complexité des missions de vérification. Implique de procéder attentivement à la programmation, la collecte et l'évaluation des preuves ainsi qu'à la formulation des opinions, des conclusions et des recommandations. Nombre standard de dossiers gérés par personne est trop bas. Création de dossiers fictifs. Conservation artificielle de dossiers en vie pour maintenir ou créer des postes de travail. Décalage entre clôture effective du dossier et sa suppression erreur de recrutement.
Quels sont les éléments utilisés par le contrôle de gestion pour permettre une bonne gestion de la performance? Ces éléments sont l'analyse des coûts, techniques de planification et outils budgétaires, les indicateurs et tableaux de bord, l'analyse comparative. Quelles sont les causes du non-encaissement de l'impôt dû? Le contribuable a engagé une procédure de réclamation, l'AFC omet d'émettre les bordereaux, l'AFC a du retard dans la taxation, situation financière du contribuable ne lui permettant pas de payer ses impôts, pas de mesure de rappel, procédure contentieux, l'AFC omet d'émettre la décision de taxation définitive. Qu'est-ce qu'un contrôle de gestion? C'est un processus qui permet à un responsable de prévoir, suivre, et analyser les réalisations d'un programme ou d'un service et de prendre d'éventuelles mesures. Quel est le but du contrôle de gestion? Il a pour but d'assurer la pertinence des moyens alloués au regard des objectifs fixés, de l'efficience de l'utilisation des moyens par rapport aux réalisations, ainsi que de l'efficacité de ces dernières par rapport aux objectifs poursuivis. Quels sont les éléments utilisés par le contrôle de gestion pour permettre une bonne gestion de la performance? Ces éléments sont l'analyse des coûts, techniques de planification et outils budgétaires, les indicateurs et tableaux de bord, l'analyse comparative. Au sein de l'État, le contrôle de gestion comprend deux orientations, lesquelles? Ces deux orientations sont les suivantes, le contrôle de gestion vertical, organisé à l'intérieur de chaque département, le contrôle de gestion transversal, pour l'ensemble de l'État. Quelles sont les missions assignées au contrôle de gestion vertical? Ces missions sont les suivantes, apporter une information pertinente, fiable et en temps opportun à la direction du département ainsi qu'aux chanceliers, afin de leur permettre d'effectuer un suivi de la réalisation des objectifs politiques, stratégiques et opérationnels, d'évaluer l'efficacité, les coûts et la qualité des prestations et des activités, d'identifier les actions collectives à mettre en œuvre, de prendre des décisions sur la base d'informations complètes et fiables, de s'assurer de la production des informations suivantes. Reporting financier et opérationnel, tableau de bord et indicateurs de performance, comprenant les aspects qualitatifs et quantitatifs.